Maintenant, permettez-moi d'introduire notre quatrième et dernier intervenant. Monsieur Adjianen Rabarsou est magistrat. Ses 15 années au service de l'État l'ont amené à exercer diverses fonctions au sein des juridictions et du ministère de la Justice. Il est également actif au sein de plusieurs associations, dont l'AENA Madagascar, où il est le premier responsable de l'organisation des conférences depuis 2015. Il va nous livrer aujourd'hui ses réflexions sur le statut de la fonction publique malgache de demain. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la modératrice, d'avoir donné la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il est toujours très difficile d'intervenir en dernière position, surtout lorsque vous intervenez après d'aussi éminentes personnalités et que vous avez l'impression que tout a déjà été dit. Que puis-je apporter de plus à cela? Sans doute pas grand-chose. Je suis sans doute aussi la personne la moins indiquée dans cette salle pour donner des leçons et je ne vais sans doute pas apporter des solutions miracles. Alors je vous le demande à vous, est-ce que je devrais écouter les conseils de Coluche et retourner tout de suite m'asseoir? Ou est-ce que je peux encore vous parler de statut de la fonction publique pendant les 10 prochaines minutes? Oui, 10 minutes. Je vous remercie. Passons aux choses sérieuses alors. Nous avons évoqué tout à l'heure donc plusieurs points, dont justement le statut de la fonction publique. Mes prédécesseurs en micro ont déjà eu l'occasion de dire qu'à Madagascar, donc, nous avons un système de carrière qui fait que le fonctionnaire est donc appelé à passer toute sa carrière au sein de la fonction publique. Alors que les réflexions ces dernières années, de par le monde, vont de plus en plus vers cette recherche de performance et donc vers une remise en cause de ce principe de carrière dans la fonction publique. Avec le temps qui m'est imparti, donc, je vais vous parler de cette recherche de fonction dans la fonction publique et vous livrer quelques réflexions sur ce que je pense à être la fonction publique malgache du XXIe siècle. Faisons d'abord un peu de comparaison. Au Royaume-Uni, donc, seuls 10% des agents de l'État, ceux qui travaillent directement pour les ministères, ont un statut particulier. C'est eux qu'on appelle là-bas les civil servants. Sinon, tout le reste des agents de l'État, à l'instar des policiers, des personnels de santé, des enseignants et tout ça, ils sont soumis à un statut, à un régime de droit privé. Pareil également en Suisse, où une loi de 2002 soumet donc les agents de l'État fédéral suisse, donc la Confédération suisse, à un régime très très proche aussi de celui du privé. Et en France, donc, l'année dernière, il y a cette loi 2019-828 qui a été adoptée et qui donc constitue le nouveau cadre le régime juridique de la fonction publique en France et qui remet en cause certains dogmes du système de carrière avec pour objectif affiché par l'État français de donner plus de confiance et d'autonomie aux employeurs du public en recrutant par exemple temporairement certaines compétences qui manquent dans la fonction publique. Vous aurez bien compris donc, dès qu'il y a des réformes de ce genre en France, il y a eu quelques protestations, vives protestations même de la part des syndicats. Cela étant, cette loi est l'aboutissement d'une assez longue réflexion, initiée sur au moins 2 décennies, et j'en veux pour preuve en fait le rapport public déjà du Conseil d'État français en 2002, qui avait eu pour thème de réflexion à l'époque donc la perspective pour la fonction publique. Il y a également, je vous le recommande vivement, le livre blanc de Ludovic Silicani en 2008 sur l'avenir de la fonction publique, qui aboutit à 40 propositions concrètes. J'ai remarqué tout à l'heure, il y avait des doctorants dans la salle qui
qui ont demandé à ce qu'on signe comme d'habitude l'affiche. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre blanc qui est disponible en ligne, vous pouvez le télécharger. Il est vraiment d'une importance capitale, je vois, pour comprendre la fonction publique de demain. Et enfin, pour prendre un exemple qui est beaucoup plus proche de nos réalités, évoquons donc ce que vient d'adopter le gouvernement gabonais, c'est tout récemment aussi, le 21 novembre 2020. Ils ont adopté une série de décrets qui visent à séparer en deux donc la rémunération des agents de l'État. Une partie de la rémunération demeure fixe et calculée sur l'ancienneté et une autre est variable et constitue une prime de rendement. Ce rapide tour d'horizon est riche d'enseignements, même si évidemment les réalités nationales ne sont tout à fait différentes et un mimétisme aveugle n'aboutirait qu'à des résultats très mitigés. Et l'histoire nous enseigne également que les grands chamboulements, si on essaie de le mettre en œuvre, n'aboutissent pas. Donc à mon avis, il faut garder le système de carrière à Madagascar, mais il faudrait quand même adopter quelques assouplissements à ce système de carrière, et c'est pour cela que je vous propose le plan suivant. D'abord, on va voir ce qu'est qu'une gestion de carrière dynamique et qui promeut l'excellence. Ensuite, on va essayer de voir très concrètement qu'est-ce que ça veut dire une rémunération incitative. Et enfin, nous allons voir des critères de notation objectifs sous le contrôle d'organes indépendants. Concernant la gestion de carrière dynamique qui promeut l'excellence, cette première partie va se subdiviser elle-même donc en trois sous-parties que vous voyez à l'écran. Concernant le plan de gestion de carrière, nous connaissons tous cette très belle phrase de Confucius qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Bon, à l'évidence, à Madagascar, le fonctionnaire, il n'a pas encore trouvé ce merveilleux travail qui fait qu'il n'aura pas à travailler un seul jour de sa vie. Mais c'est ça, ce qui explique peut-être tous les clichés à son encontre. Et pourtant, les valeurs du service public sont fédératrices et surtout motivantes. Parce qu'à mon avis, rien n'est plus noble que de consacrer sa vie à travailler pour la communauté et pour le bien-être de tous nos concitoyens. Pour que chaque agent puisse s'épanouir, il faudrait, je pense, mettre en place à Madagascar une vraie GPEC. Alors la GPEC, on en parle beaucoup dans les ateliers, les conférences, moi aussi j'en parle dans cette conférence, mais à Madagascar, elle reste vraiment très théorique à ce stade. Je pense qu'il faudrait vraiment la généraliser, et il faudrait prévoir à chaque fois tous les effectifs à recruter, prévoir le plan de formation initiale, l'évolution professionnelle de chaque agent, la formation continue, l'avancement de grade après une évaluation poussée, la promotion au mérite et enfin un couronnement de carrière. Concernant l'évaluation moderne des fonctionnaires, celle-ci se met en place partout dans le monde. Et vous savez qu'à Madagascar, actuellement, avec le système de notation que nous avons, en fin d'année, presque tous les fonctionnaires ont donc la note maximale, alors que cela ne correspond pas forcément à la réalité. Justement, la Cour des comptes qui vient de sortir son rapport public la semaine dernière et dicte aussi quelques recommandations, et parmi lesquelles elle relance l'idée de sanctions positives et négatives des agents de l'État. Concernant un statut qui encourage les initiatives et les innovations. Vous savez, les fonctionnaires et surtout les hauts fonctionnaires à Madagascar sont pour la plupart formés par les grandes écoles. Il y a notamment le NAM, le NMG, l'école des douanes et bien d'autres encore. Et vous savez ce qu'on apprend en définitive donc dans ces écoles. Vous allez me dire qu'à l'ENMG, on apprend le métier de magistrat, à l'ENAM, on apprend le métier de diplomate ou d'administrateur civil. Moi, je dis que ce qu'on apprend dans ces grandes écoles, en définitive, parce qu'à un moment donné, ce que vous aurez appris dans ces écoles est forcément dépassé, je crois qu'on y apprend surtout à réfléchir. On apprend à réfléchir et ainsi, donc, on apprend à être proactif et à faire face aux situations qui peuvent survenir, alors que pas forcément, vous n'aurez pas appris ça à l'école. Le contraste, vous allez le voir, est saisissant entre ce que vous apprenez donc dans ces grandes écoles et ce que vous allez vivre dans les administrations. Et là, je parle surtout donc de l'administration active, parce que, imaginez-vous donc, vous êtes un jeune haut fonctionnaire de 25 ans, vous avez fait une grande école, et vous voilà donc nommé à un premier poste.
vous aurez appris à réfléchir, peut-être même que vous aurez fait un programme de leadership tel que le YLTP. Au bout de ce programme, vous allez être convaincu que vous êtes déjà un vrai leader, mais pas encore un futur leader. Et donc, vous allez faire des propositions à votre chef. Et là, vous allez avoir un choc. Parce qu'on vous dira que le plus important dans l'administration, ce n'est pas de réfléchir, mais c'est surtout d'obéir. Et je pense qu'en faisant cela, l'administration elle-même, en fait, elle se prive de ressources intellectuelles qu'elle a pourtant passé du temps à former, qu'elle a pourtant passé du temps, elle a fait un investissement en faisant la formation de ces agents-là. Et lorsqu'au final, vous aurez formé autant d'agents, il y en a beaucoup même qui vont aller à l'extérieur pour faire des formations. Et en revenant dans l'administration d'origine, on en revient toujours donc à cela. L'obéissance hiérarchique est avant tout la règle. Et même l'obéissance en soi, ça n'a pas de mal. Il faut bien entendu, il y a une hiérarchie à respecter. Mais lorsque cela vous empêche d'avoir des initiatives qui peuvent être innovantes pour l'administration, là je pense qu'il y a quand même un petit problème. Nous voici donc déjà la seconde partie de mon intervention qui est consacrée à une rémunération incitative. Il y aura donc aussi dans cette deuxième partie, deux sous-parties que vous voyez à l'écran. Concernant la rémunération à partie fixe et à partie variable, je reprends donc ici l'exemple du Gabon qui vient d'adopter une série de mesures faisant en sorte que chaque mois, la solde du fonctionnaire est désormais une partie fixe et une partie variable. C'est vrai que pour le moment, ces mesures ne concernent que les régies financières, mais leur objectif affiché est de les généraliser sur le long terme. Et donc évidemment, si à Madagascar on venait à adopter un tel système, la question est de trouver un savant dosage entre la part fixe et la part variable. Il ne faut pas que le fonctionnaire voie dans cette réforme une perte d'un droit acquis, mais au contraire une opportunité pour faire de la rémunération une juste contrepartie du travail effectué, un élément de reconnaissance et de valorisation, et surtout un élément attractif pour les personnels hautement qualifiés. Concernant la prime d'éloignement, les spécialistes s'accordent à dire, et monsieur le conseiller de coopération l'a rappelé encore tout à l'heure, que contrairement aux pays développés où actuellement la réflexion va dans le sens de réduire le personnel de l'État, chez nous donc on recrute encore davantage chaque année parce qu'à l'évidence donc notre pays est encore sous-administré, on n'a pas encore la capacité de couvrir totalement notre maillage territorial. Et donc il y a donc des recrutements qui sont effectués chaque année, mais les chiffres démontrent encore un écart flagrant entre les régions. J'ai retrouvé donc le rapport provisoire de rapprochement des agents de l'État établi par les deux ministères, le ministère de l'économie et le ministère de la fonction publique, qui date de l'année dernière, octobre 2019, concernant la mise en place du système Augure. Et donc, d'après les données de 2019, 33% des effectifs se trouvent en Antananarivo, donc la région en Allemagne en fait, contre 1,3% dans le Betsibourg, 1,9% dans les deux régions Mélek et Bonglav et 2,5% dans la région Anjouy. Donc vous voyez sur l'écran cette répartition géographique, et ça c'est la répartition globale, mais vous aurez bien compris aussi que pour certains ministères, par exemple le ministère des Affaires étrangères n'a pas de direction régionale dans le Bonglav, c'est évident, alors que le secrétariat d'État à la gendarmerie, si je ne me trompe pas, se trouve en tête de l'administration, donc qui a le plus de démembrement sur le territoire. Pour être suffisamment incitatif, donc, il faudrait que nous ayons un système de rémunération qui va du simple au double selon la zone géographique où va travailler le fonctionnaire. Évidemment, ces idées-là peuvent être nouvelles chez nous, mais dans d'autres pays, il y a déjà des systèmes qui sont analogues, qui sont mis en place. Et je pense que cela est nécessaire pour que nous ayons véritablement donc, des fonctionnaires partout, tous aussi compétents partout dans Madagascar. Me voici déjà donc à la troisième et dernière partie de mon intervention qui concerne les critères de notation objectifs sous le contrôle d'organes indépendants. Vous vous posez donc certainement beaucoup de questions sur les critères d'évaluation de ces primes et les éventuels risques d'abus, de clientélisme, de politisation à outrance qui peuvent survenir dans leur mise en application. C'est pour cela que
Je pense, concernant les critères d'évaluation, elles doivent tenir compte de la technicité et du rendement de chaque agent. Car pour rendre applicables les réformes qui sont proposées, il faut à chaque corps de métier et à chaque fonction des critères objectifs d'évaluation. Ces critères peuvent s'établir sur les standards de service qui ont été déjà élaborés, qui ont été énoncés par mes prédécesseurs au micro aussi tout à l'heure. Et donc, à partir de ces standards de service, on peut déjà déterminer quelles sont les tâches à accomplir par chaque agent et les délais impartis pour les accomplir. Ainsi, on peut calculer la moyenne à partir de laquelle la prime est donnée. Il faudrait aussi faire en sorte que les organes, comme le CSFOP, Conseil supérieur de la fonction publique, et chaque CAP au niveau local, aient de véritables décisions, donc aient de véritables pouvoirs de décision, au moins en ce qui concerne ces évaluations. Et là, je le dis, là nous voyons à l'image une séance du CSFOP à Madagascar. Je pense qu'il faudrait donc réformer en profondeur le CSFOP et les CAP pour en faire des organes véritablement décisionnels. Mais j'émettrai un bémol, parce qu'il ne faut pas que ces nouvelles instances deviennent aussi de nouvelles baronnies qui apporteraient plus de problèmes que de solutions. L'État, bien évidemment, donc, quelles que soient les réformes engagées, doit associer les syndicats, même s'il y a une méfiance, les syndicats et la société civile, même s'il y a une méfiance entre les deux parties, parce que les discussions sont nécessaires entre les partenaires sociaux et avec la société civile, et il appartient à chacun, je pense, d'être constructif pour aboutir à quelque chose de concret. Enfin, il faut lutter contre la politisation abusive de l'administration et stabiliser les postes techniques. La politisation de l'administration n'est pas un mal en soi. Comme vous le savez, l'administration a même pour vocation principale d'appliquer la politique définie par le gouvernement. Mais les problèmes surviennent lorsque cette politisation est à outrance et surtout abusive. Le fonctionnaire se demande alors si la finalité de ses actions reste toujours la satisfaction de l'intérêt général ou bien celui du parti qui est au pouvoir. Et cette politisation à outrance peut aussi entraîner l'instabilité de certains emplois de l'État qui sont pourtant à dominance technique. Avec la valse des nominations, certaines politiques publiques n'aboutissent plus car les nouveaux nommés ont à peine le temps de saisir tous les enjeux des politiques publiques que déjà ils sont remplacés et donc là le courant ne passe plus et on a des difficultés à assurer la continuité de l'État. Je terminerai mon exposé en mettant en valeur la langue malgache. Je crois que pour résumer tout ce qui a été dit, il faudrait qu'au XXIe siècle, chaque agent soit un tupnanjekcha et non un tupnatumbitsu ou encore moins un tuppaifan. Le vocable tupnanjekcha est traduit en français comme responsable. Mais responsable, tout le monde est responsable et après tout le monde n'est pas responsable. Je crois que sur ce point, la langue malgache est vraiment très très expressive parce que être tupnanjekcha, c'est quelqu'un qui supporte une charge publique et qui a donc des devoirs. Alors que le tupnatumbitsu, c'est quelqu'un qui est bénéficiaire de privilèges et le tuppaifan, c'est celui qui détient la toute-puissance publique et qui est tenté d'en abuser. Et donc, pour résumer tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, je pense qu'il appartient à chaque fonctionnaire d'être un tupnanjekcha. Et sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.